bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je ne sais pas si je vais jouer le rôle du critique, mais en tout cas je vais commencer par une petite autocritique. Nous ne sommes que des hommes dans cette session. Et, oui, je me suis rendu compte qu'il y avait... Ouais. Alors on s'en rend toujours compte au dernier moment et c'est assez problématique de mon point de vue. Et je pense que c'est le point de vue, en tout cas j'espère, est partagé. Alors je vais commencer par un constat qui a été fait d'ailleurs ce matin. C'est bien évidemment le succès de ces appels à projets qui, on le voit, se diffusent rapidement, donc depuis Réinventer Paris, et ensuite avec donc, ce projet pour la métropole, mais également Seine-Aval, Angers, qui imagine aussi des transformations de certains sites, et puis maintenant une internationalisation de cette politique avec le projet des City. Yoann Pérez, qui interviendra en premier, je risque de faire quelques doublons avec Julien dans mon speech, nous permettra de comprendre la genèse de cette politique et sa diffusion à travers un travail de recherche qui est, je crois, à ma connaissance en tout cas, le premier sur le sujet. Donc ce succès auprès des acteurs de l'aménagement, il appelle bien sûr des explications. Alors je vais tenter d'en proposer trois, en reprenant d'ailleurs pour l'essentiel des réflexions qui ont déjà été produites ici ou là, je pense notamment à celle de Nicolas Rio sur son blog. Alors la première explication que je vais proposer, à chaque fois je vais essayer évidemment de lier ces explications aux incidences qu'elles ont pour l'aménagement qui est l'objet de notre table ronde. Donc la première explication qu'on peut trouver, c'est bien évidemment la vente ou la concession d'immobilier public. C'est, on pourrait dire, le plus petit dénominateur commun entre tous les sites qui sont mis, qui, on l'a vu ce matin, sont très hétérogènes par leur localisation, leur taille, etc. Mais enfin, cette question de la propriété publique est quand même, de mon point de vue, en tout cas, le dénominateur commun. Et pourrait-on dire la cause première de ces appels à projets. Et bien sûr, ça amène à l'inscrire dans un contexte qui est celui des pressions budgétaires sur les collectivités, ce que tu viens d'appeler l'urbanisme d'austérité. Alors, est-ce que, donc, première question, est-ce que, bien sûr, ça s'inscrit dans ce contexte-là et dans cette transformation de l'urbanisme? Ça a des incidences sur les façons d'aménager, puisque les collectivités ou leur SEM, SPLA, établissements publics d'aménagement, étaient, et sont toujours d'ailleurs en général dans une mission d'intermédiation foncière, c'est-à-dire qu'ils font la défense foncière. Et là, on a un petit peu une inversion des rôles, puisque les collectivités se retrouvent à offrir, on pourrait dire, leurs propriétés, leurs bâtiments, leurs fonciers, pour produire des transformations urbaines. La deuxième explication que je propose, mais qui est directement liée à la première, qui s'inscrit dans cette dynamique de délégation et de désengagement des acteurs publics, c'est évidemment le transfert de certaines fonctions aux opérateurs privés. Et donc notamment de maîtrise d'ouvrages urbaines. Cela pose là aussi des questions. Alors, première question qui a été un petit peu abordée ce matin, mais un petit peu escamotée aussi, il faut le dire, qui est la question des articulations avec les outils et documents de planification, mais aussi avec les opérations d'aménagement dans lesquelles s'inscrivent ces appels à projets. Puisque dès lors que l'on confie aux opérateurs privés, aux groupements privés, et en particulier aux promoteurs, le rôle de définir une partie de la programmation et d'assurer la maîtrise d'ouvrage urbaine, bien sûr, on peut s'interroger sur la capacité de ces projets à tenir compte, ou à prendre en compte les stratégies urbaines, les documents de planification et même plus simplement leur contexte urbain. Alors Sébastien Champ pourra peut-être nous éclairer sur le sujet. Sur le premier, je crois que Pascal Der pourra aussi nous éclairer sur la question de foncier public. Cela a aussi des incidences sur le rôle et les rapports entre les acteurs de l'aménagement. Puisque, là encore, les appels à projets font monter en puissance, on pourrait dire, les promoteurs, les font remonter dans la filière de l'aménagement et les transforment en véritables aménageurs, ce qu'on appelle les ensembliers dans le vocabulaire. Cela pose donc des questions sur les rapports de force, les rapports de pouvoir dans les processus d'aménagement. Et peut-être que M. Martin, d'ailleurs, pourra nous éclairer sur ce sujet. En tout cas, ça rapproche les appels à projets d'autres instruments qui sont apparus dans les années 2000. Je pense au PUP,
les projets urbains partenariaux. Je pense également aux marchés de partenariat, les ex-contrats de partenariat, qui, chaque fois, participent de cette délégation croissante d'un certain nombre de tâches, d'activités, aux opérateurs immobiliers. Enfin, dernière explication qui a été également abordée ce matin, qui sera abordée dans la troisième table ronde, c'est bien sûr celle de l'innovation. Donc moi je suis pour prendre au sérieux le discours des acteurs qui mettent beaucoup en avant cette dimension de cette politique, aussi bien d'ailleurs du côté des organisateurs de ces appels à projets que des groupements qui répondent à ces appels à projets, qui proposent des équipes avec des artistes, des collectifs d'occupation temporaire, etc. Et qui ont donc l'ambition de porter de l'innovation. Et là aussi, il me semble que ça a des incidences sur la façon d'envisager l'aménagement, la programmation, puisque l'implicite de ces appels à projets, c'est que l'innovation ne se situerait pas du côté des acteurs publics, mais la mise en compétition d'acteurs, de groupements privés, permettrait de générer de l'innovation. L'acteur public se retrouvant plutôt dans un rôle de régulateur, d'organisateur, d'arbitre, qui, à travers cette procédure, permet l'expression et la production d'innovation qui se trouverait naturellement être l'issue de dynamiques de compétition entre acteurs privés. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère avoir donné quelques pistes, et puis j'espère aussi pouvoir continuer le débat ensuite.